Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vous n'allez pas le croire ». Je suis Stéphanie, scénariste, réalisatrice et passionnée par le mystère sous toutes ses formes. Les histoires que je vais vous raconter dans ce podcast sont d'abord des fictions basées sur des faits réels ou des témoignages que je vous exposerai en deuxième partie d'émission. Je n'ai aucun préjugé quant à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Gardez à l'esprit qu'un récit a toujours une part de vérité. Vous me retrouverez également sur ma chaîne YouTube, Stéphanie se fait des films, pour mes prochaines réalisations, dont un court-métrage intitulé Le chemin des innocents, un documentaire, ainsi que des anecdotes de production et de tournage. Bienvenue dans ce podcast et bonne écoute. Le 13 mai 1948, c'est avec le cœur plein d'espoir et accompagné de son amoureux le comte Peter Wentworth Fitzwilliam que Kathleen Kennedy monte à bord d'un avion charter de 10 places quittant Londres en direction de Nice. Au bout de ce périple, elle a rendez-vous avec son père, Joseph Kennedy Sr., avec l'espoir qu'il accorde sa bénédiction pour leur union dès que Peter sera divorcé et libre. Kathleen, surnommée affectueusement Kik, a toujours été un peu à part au sein du clan Kennedy. Charmeuse, extravertie, toujours prête à rire, il lui manque peut-être le sérieux auquel on s'attend de la part d'une fille d'ambassadeur. Sa première union n'avait d'ailleurs pas été du goût de leur mère, Rose. Pourtant, Kathleen aimait follement son Billy, William Cavendish, britannique et protestant. Elle l'aimait au point de l'attendre quand ils sont séparés au début de la guerre. Kathleen passe ce temps loin de son fiancé à faire du bénévolat pour les efforts de guerre. Elle a aussi travaillé pour le journal Times Herald et est devenue bénévole de la Croix-Rouge à Londres en 1943. Et puis finalement, entre deux missions, le mariage a fini par avoir lieu, au grand désarroi de sa famille catholique. Mariage heureux mais malheureusement de courte durée puisque 4 semaines après leur union, Billy, membre de l'armée britannique, est appelé au service et tué au combat en septembre 1944. Et ça, à peine un mois après avoir perdu son frère Joe Jr., mort pendant une mission en France, dans l'explosion de son avion. Kathleen est confiante, elle espère des temps meilleurs pour sa famille, et elle espère en être un petit peu la bonne fée. Lors de l'escale à Paris, elle entend l'équipage échanger quelques mots. Le temps se gâte et il ne serait pas prudent de continuer jusqu'à Nice. Mais Peter n'a pas envie d'attendre et, à vrai dire, Kathleen est impatiente elle aussi de retrouver son père. L'avion décolle donc. Au milieu du vol, l'orage annoncé les bouscule. Kathleen serre un peu plus la main de son amoureux. Elle pense à la carrière politique de son frère, John, en plein essor. Elle pense à se réconcilier avec sa mère, Rose. Mais l'avion rencontre des vents trop violents pour résister. Et le bruit des pluies battantes contre la carlingue est de plus en plus assourdissant. Le pilote n'arrive bientôt plus à maintenir son appareil dans les turbulences. Environ 2 heures après le début du vol, l'avion s'écrase dans les montagnes près de Saint-Bosile. Tout le monde à bord de l'avion, le pilote, un navigateur, Fitzwilliam et Kathleen, est tué dans le crash. Un agriculteur se rend immédiatement sur les lieux de l'accident, mais les équipes de secours n'arriveront que le lendemain. C'est Joseph Kennedy Sr. lui-même qui identifie le corps de sa fille. La mère de Fitzwilliam organisera leurs funérailles en Angleterre, funérailles auxquelles la mère, Rose Kennedy, n'assistera pas. Alors, vous l'aurez compris, pour cette première partie fiction, effectivement, c'est tiré d'un fait divers réel. Et on va aujourd'hui rejoindre les terres du milieu puisque je vais vous parler de ce coin de France qui est considéré par beaucoup
comme le triangle des Bermudes français. Et pour cause, cette zone qui est située à l'est du Massif central, entre le Puy-en-Velay, le mont Mézenc et le mont Pilatte, détient le record des crashs et des disparitions d'avions en France. Ce Bermude des Cévennes a été mis en avant dans les années 80, notamment par le livre Le Triangle de la Burle du journaliste Jean Perrard. Mais qu'est-ce que c'est la Burle? En fait, c'est un vent très fort capable de créer en quelques heures des congères de plus de 8 mètres de haut, selon le romancier Renaud Benoît, auteur du livre En quête du triangle de la Burle. C'est donc un vent qui précipite les appareils à la catastrophe. Le mythe débute véritablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Les conditions météo provoquent alors des accidents. D'autres appareils connaissent des avaries. C'est la série noire. Le 3 novembre 1943, un Halifax de la Royal Air Force, chargé d'une cargaison d'armes destinées à la résistance, s'écrase en pleine nuit. Le seul survivant, un mitrailleur, dira que leur appareil a été pris dans un orage et que plus aucune commande ne répondait. Il ajoutera, comme le rapporte Renaud Benoît, qu'à une chaleur intense avait succédé un froid glacial à l'intérieur de l'appareil. Le 13 mai 1948, c'est donc l'avion de la compagnie Skyways à destination de Nice qui est emporté par l'orage et s'abîme contre une crête rocheuse au lieu dit Tailas à Saint-Beauzile. À son bord, 3 membres d'équipage et 4 passagers, dont Kathleen Kennedy, la sœur cadette de JFK. Ce drame sera le point de départ de la malédiction du clan Kennedy. Le 21 janvier 1971, un bimoteur Nord 262 de l'armée de l'air s'écrase à son tour du côté de Mézignac en Ardèche, provoquant l'émoi car il emporte avec lui une vingtaine de scientifiques impliqués dans le programme nucléaire français, dont le directeur du commissariat à l'énergie atomique, alors qu'il regagnait la centrale du Tricastin. Alors que la météo semble une nouvelle fois en cause dans ce crash, un élément inattendu est relevé par la presse de l'époque. En effet, lors des opérations de sauvetage, 22 corps auraient été retrouvés, alors qu'il n'y avait officiellement que 21 passagers sur le manifeste. Si certains émettent l'hypothèse de la présence d'un terroriste à bord, les langues commencent à se délier et à parler d'étranges objets lumineux entourant l'appareil lors de sa chute. On apprend que ce n'est pas la première fois puisque des observations similaires auraient été faites lors du crash de l'Halifax en 1943, où des témoins au sol parlaient de sphères lumineuses autour de l'avion peu avant que le drame ne se produise. Ces témoignages ajoutent donc encore au mystère du triangle de la Burle qui semble avaler les aéronefs, dont certains seront même perdus corps et biens. Le 18 décembre 1980, par exemple, de nombreux témoins contactent la gendarmerie après avoir vu un avion en difficulté du côté du Puy-en-Velay. Problème, malgré de nombreux moyens dépêchés sur place, l'hélicoptère qui survole la zone présumée du crash ne retrouve absolument rien. 2 mois plus tard, l'incident se répète et, encore une fois, malgré la confirmation de nombreux témoins dont une patrouille de gendarmerie, aucun débris n'est retrouvé. À quoi faisons allons-nous face dans cet inquiétant triangle de la Burle? Conditions météorologiques terribles, relief accidenté. Selon l'auteur du livre En quête du triangle de la Burle, des perturbations magnétiques dérégleraient radio et GPS et créeraient différentes pannes électriques à bord des appareils engagés dans cette zone périlleuse. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Certains chercheurs décrivent le mont Mézenc comme un lieu de concentration énergétique symbolisant un pic d'énergie fabuleuse. Est-ce un hasard quand on sait que le triangle de la Burle, qui aura mérité son surnom de Burle Noire, est le plus grand site mégalithique de France après la Bretagne? Renaud Benoît, qui rapporte des observations d'OVNI dans la région et la présence de bases militaires secrètes,
évoque même une théorie plus fantastique. En effet, la légende locale de la Table d'Or nous suggère que dans l'Antiquité, des guerriers gaulois auraient ramené au Puy-en-Velay une main dorée en orichalque, un métal légendaire venu tout droit de l'Atlantide, qu'ils auraient arraché à une statue du dieu Apollon après le piège de Delphes. Les druides, à leur retour, auraient fait fondre l'objet pour en faire une table d'or, sans parvenir à conjurer la malédiction qui semble avoir poursuivi les pilleurs. Serait-ce la cause de tous les incidents répertoriés dans cette zone qui a définitivement gagné ses galons de triangle des Bermudes français? Certains de ces accidents et disparitions restent à ce jour inexpliqués. Alors évidemment, c'était impossible de vous détailler dans ce podcast toute la liste des incidents enregistrés dans le secteur. Ils sont disponibles sur le net et si le sujet vous intéresse, vous trouverez facilement le livre de Renaud Benoît auquel je me suis référée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire d'encouragement, à le partager sur vos réseaux et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode de Vous n'allez pas le croire.